Le président de la République à Béchar, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré plusieurs projets de développement à même de transformer la vocation économique et sociale de cette grande ville du sud-ouest du pays et qui recèle à elle seule des potentialités immenses dans divers secteurs, notamment miniers, agricoles et touristiques, mais aussi en matière d'énergie renouvelable et hydrique. Le projet le plus emblématique étant évidemment celui de la ligne ferroviaire reliant Béchar à Tindouf, à Khaled Bilet, un méga projet dont un premier tronçon long de 98 km vient d'être livré dans les délais impartis et qui devrait impulser une nouvelle dynamique aux échanges commerciaux, mais aussi aux activités économiques et à la mobilité permanente entre l'extrême sud-ouest et le reste du pays. On parlera également bien sûr des autres projets inaugurés aujourd'hui par le chef de l'État dans cette wilaya de Béchar avec nos invités et consultants. Autour de la table, avec nous, Monsieur Selami Boubker, fiscaliste et expert économique. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Avec nous également, comme chaque jeudi soir, Zine Cherfaoui, journaliste spécialisé dans les questions politiques et internationales. Bonsoir. Bonsoir Madame Bacha, bonsoir aux téléspectateurs de Canal Algérie. Merci beaucoup. Monsieur Mahfoud Kaoubi est également présent, expert financier et économiste. Bonsoir. 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 Et Sami Kaidi, également présent, journaliste spécialisé dans les questions également politiques et géopolitiques. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur Selami Boubker. Je le disais, avec l'inauguration d'une partie de ce méga projet régional de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Khaled Bilet. Un premier tronçon donc de près de 100 km vient d'être inauguré, vient d'être livré entre Béchar et Abadla. Si tout va bien, le train arrivera à Béchar d'ici 2026, début de l'année de 2026. C'est un projet économique structurant. Ça, c'est certain. Mais à quel point il va changer le visage de cette wilaya, voire de l'ensemble de la région? Oui, c'est vrai, c'est un projet très important. On parle de 100 km, mais il ne faut pas oublier que les autres tranches, il y a déjà un pourcentage très important. Le projet a avancé même pour le reste de ce tracé. Donc, c'est un projet très important. Le train va transporter, premièrement, le fer de Khaled Bilet à Béchar et va transporter aussi des voyageurs et va transporter d'autres biens sur Béchar Tindouf. Donc, c'est un projet très important. Il est déjà programmé, mais on n'a jamais atteint le résultat. C'est la première fois qu'on arrive à le concrétiser sur le terrain. C'est un projet qui va coûter un montant important. Il est très important pour l'économie parce que cette région, donc entre Béchar et Tindouf, va voir beaucoup d'autres projets connexes, parallèles, bien sûr. Il va participer au développement de la région. Béchar, c'est la plus grande wilaya du sud-ouest. Il ne faut pas oublier ça. Il y a, normalement, il y aura un apport très important par rapport à cette région entre Béchar et Tindouf, sans oublier le projet le plus important qui est Khaled Bilet. Donc là, c'est le projet qui a besoin d'un projet comme le projet de la ligne ferroviaire. Donc je pense que l'importance, elle est multidimensionnelle sur le plan économique de la région, mais aussi pour participer à la réalisation des objectifs économiques. On parle de transport routier, on parle de production du fer, on parle d'autres activités. Donc tout ça va participer à l'amélioration des paramètres économiques, des indicateurs économiques, et va développer la région. Surtout, il y a plusieurs secteurs qui sont connectés à ce projet. Donc c'est pour ça. La dynamique va être forte grâce à ce projet de Khaled Bilet. Zine Cherfaoui, est-ce que vous pensez qu'il y aura une espèce de transformation industrielle, mais aussi sociale et économique dans l'ensemble de la région? Oui, assurément, mais avant cela, j'aimerais juste dire que c'est un peu aussi un mythe qui devient réalité. Moi, je me souviens tout petit, déjà on parlait de Khaled Bilet, du potentiel de Khaled Bilet, mais le pays n'a jamais pu l'exploiter. Donc aujourd'hui, les autorités du pays, à leur tête le président de la République, a mis l'énergie nécessaire pour faire en sorte à ce que l'exploitation de ce gisement important soit effective. Et pour vous dire l'importance de ce gisement,
c'est 3,5 milliards de tonnes de minerais. Ça, c'est le potentiel. Alors, sur ces 3,5 milliards, c'est à peu près, on a 2 milliards qui sont exploitables. Et donc, c'est extrêmement important. Alors, l'exploitation de ce gisement va non seulement permettre une transformation de la région, qui, il faut le reconnaître, par rapport aux autres régions du pays, manque. Elle est en retard. À développer comme elle le mérite. Oui, justement. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de cohérence dans la démarche du gouvernement. Souvenez-vous, lorsque le président est arrivé au pouvoir en 2019, son credo, c'était d'abord l'élimination des zones d'ombre. À l'époque, on avait recensé 15 000 zones d'ombre. Donc, pour mettre fin à ces zones d'ombre, ce qu'on pourrait appeler communément des poches de pauvreté. Donc il a fallu mettre en place 30 000 projets. Et donc là, après, il est passé aux programmes spéciaux. Donc la Wilayat Tismsil, qui fait partie des wilayas les plus pauvres du pays, a bénéficié d'un programme spécial, au même titre que Khenchela. Et là, deuxième phase, c'est de faire en sorte que le pays se rattrape au plan économique et au plan industriel. Et donc la décision d'exploiter ou de commencer l'exploitation de ce gisement de Béchar, qui est c'est l'un des plus importants au monde, alors va non seulement transformer la région, la wilaya, parce que ça va se traduire par des emplois directs et indirects, par des infrastructures, on le voit, il y a le rail, on a des stations d'épuration, des stations de pompage, parce que l'exploitation de minerais nécessite beaucoup d'eau, donc l'eau usée qui sera traitée ira jusqu'à Toumiet, où sera érigé le complexe sidérurgique qui traitera le minerai extrait de Béchar. Mais en même temps, ça va, une fois qu'on commencera à exporter le fer et l'acier, je rappelle que c'est plus intéressant que d'exporter du pétrole, parce qu'une tonne d'acier, c'est à peu près $1000 la tonne. Donc le calcul est très simple à faire. Donc il faudra. Donc pour vous, on est dans une cohérence et une logique. Oui, on est dans une cohérence économique. Et mieux que ça, ça permettra. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais ce sont les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Ça permettra de placer l'Algérie parmi les leaders en matière d'exportation de fer et d'acier. J'allais y venir. C'est extrêmement. Ça pourrait changer le marché international. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut. J'imagine, c'est pour ça que le président de la République se rend en personne sur place pour suivre justement le rythme des travaux. De l'économie nationale. On sait, le président de la République a un tropisme pour l'agriculture, mais on le sent aussi, il a aussi un fort tropisme aussi pour l'industrie. Et l'industrie, pour le moment, ne participe qu'à un pourcentage très réduit dans le PIB du pays. 4%. Il faut un coup de fouet. Il faut un coup de fouet. 4%, c'est bien ça? 4%. Oui, c'est 4%, peut-être un peu plus. Oui, c'est 7%. Ça reste en deçà de ce que devrait être, de ce que le secteur devrait. Justement, c'est un projet qui pourrait porter la part de l'industrie dans le PIB national. Alors, ce projet rentre également donc dans le programme national destiné à l'investissement dans le réseau ferroviaire lancé par le président de la République. Il y a donc des gares de voyageurs, on disait, dans les régions de Hamada, du Gir, Omlassel, Tindouf et Abadla. Cette dernière, par exemple, s'étend sur une superficie de 8000 mètres carrés, comprenant 1800 mètres carrés de bâti. On se rend compte là des distances, des superficies, des distances surtout, que le train va raccourcir, que ces régions vont être connectées grâce au train, et c'est une révolution en soi. C'est une révolution et c'est un projet qui est somme toute pharaonique. Il faut rappeler que l'inauguration de ces 100 km aujourd'hui par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'inscrivent dans une ligne plus large qui est celle qui reliera Oran à Rajbilat en passant par Tindouf. Et effectivement, tout au long de ce tracé, il y a ne serait-ce que sur les 100 km, pas moins de 5 viaducs, 12 passerelles souterraines également. Il faut en parler. Il faut en parler, d'autant plus qu'il y a un exploit, c'est que ces réalisations ont été le fait d'entreprises algériennes, de compétences 100% nationales, et c'est ici que l'on peut retenir un peu cet exploit, c'est-à-dire que
quelques semaines après les inaugurations des stations de dessalement d'eau de mer, les entreprises algériennes relèvent une nouvelle fois le défi via l'inauguration de ce tracé de 100 km, des gares aussi, celle de Abadla qui est un véritable joyau. Elle est sur un bâti de pas moins de 1700, enfin de plus de 1780 mètres carrés. Et elle a été réalisée dans un délai record de 70 jours, c'est-à-dire moins de 3 mois. C'est avant les délais qui ont été... Voilà, et en plus, avant les délais impartis, il faut donc saluer les entreprises nationales comme à l'instar de Cosider, de Cero Est, mais aussi bien d'autres aussi entreprises algériennes qui ont relevé ce pari, parce que c'est des compétences algériennes, souvent très jeunes, et qui aujourd'hui relèvent des défis importants, effectivement. Mais pas que ça, c'est-à-dire qu'ils réussissent à faire ce que les meilleures entreprises aussi d'autres pays assez compétitifs et qui ont une historicité dans ce domaine-là, arrive à faire. D'autre part, il faudrait aussi, je pense, dire que c'est toute une région aussi qui se désenclave. Et le président de la République a été très clair. Il a dit que le sud du pays était le cœur battant de la nation. Et donc, on observe une foultitude de projets assez complémentaires et qui vont permettre de changer la donne. Alors, justement, en parlant de cette dynamique, Monsieur Kaoubi, dynamique de désenclavement, et cette cohérence, c'est que ce projet de Garage Billet qui, on le disait, engrange toute cette dynamique économique autour de lui, va atteindre d'autres wilayas, notamment des hauts plateaux, avec les réalisations et la mise en service d'une vingtaine de bâtiments ferroviaires et 5 grandes gares, notamment à Khanchla, Le Roi, Djelfa, Tissimsit et Bougzoul. On parle là d'un projet finalement qui va concrétiser la connectivité nationale ferroviaire. C'est un peu ça la logique. Oui, là, dans deux aspects. Un aspect purement économique, donc Garage Billet, et le développement du pôle du sud-ouest algérien. Donc autour d'une capitale qui sera, et qui est d'ailleurs Béchar, donc une capitale qui dispose, ou une région d'ailleurs, on a toujours milité pour cette question d'organisation du développement économique régional autour de pôles, parce que c'est important, d'où la cohérence. D'où la cohérence, et je reviendrai par rapport à la conception qui a été mise en place dans le cadre des différents dispositifs relatifs à l'investissement. Donc, organiser ce développement autour d'une capitale, d'une région qui sera connectée avec les autres pôles, connectée par tous les moyens de transport. Et la voie ferrée est l'un des moyens de transport les plus importants, dans la mesure où il permet d'allier entre les besoins de transport d'individus, de personnes, chose qui est importante, mais aussi de transporter des matières premières, des produits finis, etc., d'une manière régulière et avec des tonnages assez importants, contrairement à la voie routière ou encore par avion. D'accord ? Donc ça, c'est un élément important. Et le Béchar, Tindouf, ce n'est pas uniquement Garage Billet, c'est des gisements importants dans d'autres minerais, dans le zinc par exemple, dans d'autres minerais, mais aussi c'est des possibilités de développement dans le domaine de l'énergie solaire, dans le domaine du tourisme et dans le domaine de l'agriculture. Donc vous voyez des secteurs qui ont eu la priorité de l'État dans le cadre du Code de l'investissement. 7 secteurs qui ont la priorité de l'État. Donc, le secteur des mines, de la sidérurgie, métallurgie, de l'agriculture et du solaire, des énergies renouvelables. Donc, 4 secteurs sont concernés au moins dans cette région. Deuxièmement, l'architecture des secteurs qui ont la priorité de l'État. C'est qu'on veut créer des avantages comparatifs, de passer des avantages comparatifs aux avantages concurrentiels. On aura du fer qui sera destiné à une industrie de transformation, donc on ne va pas se contenter d'exporter de la matière première, mais justement de la transformer, et le complexe de transformation de Béchar aura des capacités assez importantes
pour transformer une partie de la production qui est extraite du gisement. La deuxième des choses, avoir valorisé notre gisement dans le domaine du fer nous donne des avantages concurrentiels dans l'industrie mécanique, qui, entre autres, est un secteur qui a la priorité de l'État. Si on veut faire de l'industrie mécanique, on doit avoir une disponibilité et des avantages par rapport au prix comparativement à d'autres pays pour attirer les investissements étrangers et construire une industrie mécanique qui bénéficiera de tous les avantages que lui procure l'industrie minière. Maintenant, pour ce qui est du transport des personnes, on sait tous que construire un pôle de développement économique nécessite évidemment des ressources humaines. Oui. Et justement, c'est un projet qui pourrait générer, pourrait créer 15 000 emplois, c'est ce qui est prévu, et une main-d'œuvre prévisible de 20 000 travailleurs autour de ce projet. C'est les emplois directs. Qu'est-ce qu'il en est des emplois indirects? Et donc, il a besoin, un projet pareil, d'une main-d'œuvre qualifiée qui viendra nécessairement d'autres régions du pays, donc du nord, de l'est, de l'ouest, etc. Et plus il y a des moyens de transport, plus les gens n'hésiteront pas d'aller. Donc, il faut qu'il y ait de la mobilité, au lieu de prendre le chemin du nord, donc le chemin emprunté sera celui du sud, et l'aménagement de toute la région, en la dotant d'universités, d'un cadre de vie agréable, permettra de construire tout l'environnement nécessaire à un développement économique intégré et durable. Alors un mot aussi, Monsieur Slamy, sur ce complexe sidérurgique de Béchar qui devrait être réceptionné aussi en 2026. Il permettra la production du rail, donc on disait, et du profilé en acier, et disposera de plusieurs unités de traitement et de transformation du fer, ainsi qu'une entité de fabrication de wagons pour le transport de minerais et de fer de Garage Billet vers Béchar et le complexe sidérurgique de Betewa à Oran. Donc c'est un complexe très important. Ce n'est pas une petite usine qui va fonctionner à un régime moyen. C'est quand même un complexe important. Justement, afin d'éviter d'exporter, par exemple, la matière première sans transformation, des erreurs qu'on a fait dans le passé, je crois que cette fois-ci, il y a des usines de transformation. Donc une partie sera exportée à l'état brut, une partie sera transformée et une partie sera utilisée dans la fabrication. Les rails, les wagons, etc. Donc c'est un projet qui a des dimensions très grandes dimensions. Ça, c'est uniquement si on parle du minéral de fer. Mais mais il y a le transport, il y a le gisement, il y a la transformation et il y a la production. Sans parler du transport des personnes, comme M. Kaoubi l'a dit tout à l'heure. Donc, je crois que c'est ça l'importance. Parce qu'il faut parler aussi d'ici à moyen terme et à long terme. Oui. On a besoin de projets comme ce projet par rapport à l'économie, par rapport aux indicateurs. On a besoin... Justement, est-ce que ce n'est pas l'un des plus grands projets, les plus importants? Parmi les plus grands projets. En dehors, évidemment, du secteur des hydrocarbures. Absolument. Ces 6 dernières années, on n'a pas vu de très grands projets par rapport à ça. De cette dimension. Il est parmi les plus grands projets. Il va participer à l'augmentation du pays. On peut dire que c'est le plus grand. Bien sûr. En termes de coûts, mais aussi en termes de dividendes, j'aimerais qu'on en parle aussi. Est-ce qu'on a des estimations sur les dividendes économiques? Bon, on vient de le dire, c'est la création d'emplois, etc. et un véritable pôle industriel, mais en termes d'argent, si on peut dire les choses clairement. Je pense qu'on n'a pas les données exactes, mais je pense que si ce n'est pas le plus grand, il est parmi les plus grands. Les plus grands projets, parce que là, on parle de participation à l'augmentation du PIB. Parmi les objectifs du président de la République, il y a pour atteindre 400 milliards de dollars. Donc chaque projet important qu'on réalise, il y a une contribution dans le PIB. Il y a les exportations qui génèrent des devises. Il y a la création de la fiscalité. La fiscalité, c'est de la fiscalité ordinaire, hors hydrocarbures. Oui. C'est très important. Il y a la création d'emplois. Les emplois, si on parle uniquement d'un projet, c'est 15 000 emplois. Il faut, si on ajoute d'autres projets, en annexe, il y a l'agriculture. L'agriculture qui, bon, ça c'est notre projet parce qu'on parle de l'hydraulique et l'agriculture. Mais pour ce projet,
la ligne ferroviaire et le projet de Rajbilat, je pense que c'est un projet qui va contribuer d'une part très importante dans l'économie nationale et va participer aussi à l'augmentation, surtout sur les indicateurs économiques, sur la macroéconomie. Donc il va avoir un effet sur un impact carrément sur toutes les strates de l'économie nationale, c'est ce qu'on peut en dire? Oui, alors je ne sais pas, pour mesurer la juste réalité des choses ou la juste mesure. Mais on devrait avoir des estimations. Là, on parle de l'un des plus grands gisements au monde de fer. Ouais. Donc c'est déjà suffisant pour être convaincu de l'utilité de l'exploitation de la mine de Rajbilat. C'est un projet dont on parle depuis les années 70. Et donc aujourd'hui, on a un peu rendu l'impossible possible. C'est-à-dire, on a souvent accusé l'Algérie d'avoir soutenu le Polisario tout simplement parce que on l'a soupçonné de vouloir faire passer une ligne de chemin de fer pour exporter ou pour exploiter la ligne. Là, aujourd'hui, on prouve qu'on n'a pas besoin du territoire du Sahara occidental qui est actuellement occupé illégalement par le Maroc pour exploiter, pour traiter le gisement. Le gisement. Aujourd'hui, vous posiez la question tout à l'heure, est-ce que c'est un gisement important ? Non, il est important, oui, c'est le plus important. Juste pour donner des chiffres, des idées de grandeur. Le président décide de dépoussiérer le projet qui sommeillait dans les cartons depuis une quarantaine d'années. Et on parle aujourd'hui de 1000 km de chemin de fer. C'est 1000 km, c'est pas 100, c'est pas 200, c'est 1000. C'est déjà que rien, la construction de 1000 km de ligne de chemin de fer, en termes de retombées économiques, c'est déjà immense. Et là, en plus, c'est pour exploiter l'un des gisements les plus importants au monde. Donc là, c'est encore... Bon, il y a le problème du phosphore. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais la rentabilité du projet, elle est incontestable. Surtout que là, aujourd'hui, tout le monde souligne la nécessité d'aller vers une diversification de l'économie, de réduire la dépendance au pétrole, etc. Aujourd'hui... je parle sous la surveillance de Mahfoud Kaoubi, qui est économiste. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur la bonne voie pour justement réduire cette dépendance. Alors, c'est l'une des plus grandes réserves. Je reviens à vous, Sami Kadi. L'une des plus grandes réserves au monde de ce minerai de fer. On parle de 3,5 milliards de tonnes, c'est bien cela. Est-ce que son exploitation pourrait bouleverser le marché mondial? Voilà, très bien, parfait. Parce, ce qui est prévu, voilà, c'est ça, c'est le retour sur investissement. Parce qu'on parle le coût direct. Donc, on parlait tout à l'heure de la voie ferroviaire, donc c'est pratiquement 2,4 milliards de dollars en matière de coûts de réalisation. Et bon, si on rajoute les wagons, etc., donc tout ce qui est nécessaire à la mise en marche et au fonctionnement de la ligne, on doit rajouter les 3 autres milliards de dollars. Donc donc au total, c'est un projet 5,5-6 milliards de dollars. Ça, c'est le support. On ne parle pas du gisement lui-même. Donc maintenant, c'est tout à fait normal de s'inquiéter sur le retour sur investissement. Parce que là, c'est le financement. Comment on pourra assurer un retour sur les dépenses qui ont été engagées. En tous les cas, dans une première étape, on prévoit une production de 2,5 jusqu'à 3 millions de tonnes an. Si on se tient au coût sur les marchés, au prix de vente sur les marchés internationaux aujourd'hui, soit 1000 dollars de la tonne, donc le calcul est très simple, on est à 3 milliards de dollars de production. Donc, soit on réduira les importations, une partie des importations par 1 milliard ou 2 milliards de dollars, et ça ira crescendo pour aller en moyenne à une production qui va avoisiner les 5-6 milliards de dollars, ce qui est bien. Donc si on arrive... Quand il s'agit de l'acier. Il y a le fer et l'acier. Si on arrive à tourner autour d'un chiffre à l'exportation de 2 milliards, 3 milliards de dollars, je dirais que le retour sur investissement est garanti sur 6-7 ans, chose qui est assez acceptable pour des projets d'une telle ampleur. Et à noter que son exploitation, tous azimuts, commencera à partir de quand? Est-ce qu'on a une estimation? C'est d'ici 2040, j'ai vu, on parle dans les 3 phases, parce qu'il y a 3 phases finalement d'activation. La première phase, c'est 2027. C'est ça. D'accord.
Donc on va jusqu'à 2040. Voilà. Et puis à partir de là, c'est une deuxième phase où on passera à 5-6 millions de tonnes par an, et pour atteindre, après la vitesse de croisière, soit 12 jusqu'à 18 millions de tonnes par an, ce qui est l'objectif poursuivi. Mais ça sera autour de 2035-2036. Sami Kaidi. Je voudrais dire qu'à cela, il convient de signaler que l'Algérie qui se lance aussi dans une industrie automobile a aussi besoin de l'exploitation de cette mine de fer qui permettra aussi de nourrir cette industrie nationale. Et ce qui est extrêmement intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a une logique de corridor. Parce qu'au-delà de l'économie, on oublie souvent qu'il en va de la sécurité nationale, de désenclaver des régions, et aussi de permettre une meilleure répartition de la population et de la population aussi, des richesses et de la population. Et ce, d'autant plus que cette ligne ne devrait pas s'arrêter aussi entre Oran et Tindouf, mais se poursuivre vers Tamanrasset et également le Mnéa. Donc ici, on voit bien qu'il y a toute une logique aussi, une construction, un corridor qui se construit sous nos yeux. Et c'est une véritable révolution. Je pense que l'Algérie des années 2000, c'était une Algérie qui a construit énormément de routes, qui a rattrapé aussi un peu son retard dans la construction des autoroutes, des routes, etc. L'Algérie de cette deuxième décade, c'est celle du rail, et c'est extrêmement important quand on sait que c'est un moyen de transport aussi qui est propre et qui permet aussi... on dit le train c'est la vie. Oui. Alors les États-Unis se sont développés par le rail. Exact. Et puis juste pour cette idée de cohérence, là on parle du gisement de Raraj Bilet. Il ne faut pas oublier aussi que parallèlement à Raraj Bilet, on a Béjaïa pour le zinc. Oui, il y a d'autres gisements, et on a Tébessa pour le... Jebel Hank aussi. Oui, pour le phosphate. Le phosphate, oui. Voilà. Donc la cohérence, elle est là. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a réellement une prise de conscience que pour sortir en partie la dépendance aux hydrocarbures, il va falloir justement aller vers l'exploitation des gisements et, comme le dit Sislami, si possible, faire de la transformation pour avoir une valeur ajoutée sur le produit que l'on met sur le marché. Donc là, c'est clair. Et le projet de Raraj Bilad, quand on parle de est-ce qu'il va être rentable ou pas, je pense qu'à un moment donné de la chaîne, il y a Toshiali aussi qui est engagé. Oui. Dans le consortium. Je pense que l'opérateur turc ne se serait pas engagé dans une telle opération si le projet n'avait pas été ou ne serait pas rentable. Donc je pense qu'il n'y a pas de... Mais il y a une demande mondiale, M. Corby, de toutes les façons. C'est ça. Qui ne peut pas se tarir. La demande, elle est là. Elle est forte. Oui. Il faut régler les paramètres relatifs à l'exploitation pour avoir un produit compétitif. Effectivement. Parce que rien n'est acquis comme ça. Donc les choses... Il faut se placer. Voilà. Donc l'objectif des pouvoirs publics, c'est de valoriser nos ressources souterraines, les valoriser. Et pour financer d'autres industries. Ne pas consommer le produit de notre produit de nos mines et de nos richesses souterraines, mais de les affecter pour asseoir une économie, une industrie compétitive. Allez, on va se Sami projeter le disait tout à l'heure, la mécanique, l'automobile. Vous savez, l'industrie des matériaux de construction, toutes les infrastructures ont besoin. Le rail. Donc, mais si on devait se projeter, quels sont les marchés qui pourraient être intéressés par... les plus grands consommateurs, c'est la Chine. C'est la Chine, c'est l'Inde. Mais demain, c'est l'Afrique. Parce que le marché africain est appelé à connaître un boom en matière de réalisation d'infrastructures. Et donc, c'est des secteurs d'activité qui sont énormément consommateurs. Et ce, d'autant plus que la Chine veut aussi diversifier ses approvisionnements en fer. Et quoi de mieux qu'un pays ami comme l'Algérie, qui peut permettre aussi à la Chine de diversifier ces ressources-là. Et surtout, juste un détail, il faut juste rappeler que l'acier produit par Toshiali à Oran est exporté directement aux États-Unis. Donc on est déjà en bonne voie. Et surtout, il s'agit d'une matière où il n'y a pas d'alternative à court terme. Pour le faire, la consommation et la demande, elle est toujours en augmentation et partout au monde.
Il n'y a pas un pays qui ne consomme pas le fer. Par contre, il n'y a pas beaucoup de pays qui produisent le fer. Donc, le fer, il se dérive après transformation. La transformation, c'est augmenter le prix de vente 3, 4, 5 fois. C'est la valeur ajoutée. Ça, c'est très important. C'est très intelligent de faire la transformation, la production et l'extraction. Ça, c'est très important. Alors, je voulais aussi parler des autres vocations que peut revêtir cette wilaya Béchar et même l'ensemble de la région, mais Béchar en particulier. On parle de plusieurs investissements publics, privés, dans un véritable pôle d'industrie agroalimentaire. C'est peut-être pas ce qu'on attend de cette wilaya du sud-ouest. Donc, je le disais, un pôle d'industrie agroalimentaire avec un complexe notamment frigorifique pour le stockage de différents produits agricoles, 7 à 8 tonnes, c'est quand même important. Donc ça va là encore transformer la vocation de cette wilaya qui n'est pas forcément à la base portée sur l'agriculture, en tout cas qui n'a pas appliqué les modèles des autres wilayas du Sud qui ont réussi dans ce secteur de l'agriculture, et ça devrait aussi réduire sa dépendance aux wilayas du Nord par rapport aux produits maraîchers. Enfin, Béchar, c'est une grande wilaya du sud-ouest, donc elle peut devenir un pôle pour la région. Je crois qu'elle a des compétences en matière et des capacités, et elle peut devenir une wilaya où il y aura une agriculture. D'ailleurs, le président de la République a parlé de l'agriculture parce qu'une partie des projets sur le plan hydraulique sont destinés à l'agriculture. Justement. Donc je pense, à mon avis, je ne suis pas spécialisé, mais je pense qu'il y a, d'après les experts, il y a des capacités de la wilaya pour devenir un pôle de production, une wilaya de production, surtout sa position sur les frontières, sa position par rapport aux autres wilayas, son importance d'une grande wilaya. Donc je pense que cette visite, enfin les projets qui sont inaugurés dans cette visite, il y a le côté hydraulique, l'agriculture, la transformation, le transport, la production. Donc il y a plusieurs projets. Cette wilaya va devenir, je pense, une wilaya, un pôle économique très important. Un pôle économique, alors on parle des produits maraîchers, mais aussi de développer une vocation aussi céréalière. Là aussi, c'est un peu inattendu, avec des investissements dans un complexe de silos de céréales pour le blé dur, le blé tendre et l'orge sur une superficie d'une 20aine d'hectares. Alors, est-ce que Béchar, on peut l'imaginer comme wilaya céréalière? Oui, clairement oui. Tout simplement parce que, bon, il y a des gens qui oublient que Béchar, c'est vrai que c'est un climat semi-aride, c'est un climat aride parfois. Il y a un problème d'eau. Justement, c'est par rapport au stress hydrique, même. Oui, mais Béchar, c'est aussi la plaine d'Abadla, qui dispose de terres extrêmement fertiles, où l'on peut faire pousser à peu près tout et n'importe quoi. Donc, effectivement, Béchar peut devenir une wilaya qui peut produire de l'orge, du blé, à condition de régler la problématique de l'eau. Ouais. La problématique de l'eau pouvait être réglée avec Torba. Bon, mais dommage que les bassins versants ont été bloqués côté marocain. On a une espèce de guerre de l'eau non déclarée. Mais il y a des alternatives. Hein. Il y a des alternatives. On a le traitement des eaux usées. On peut produire de l'eau. Et si on règle le problème de l'eau, Béchar n'aura absolument rien à envier aux toutes les autres wilayas céréalières. Donc, elle peut non seulement s'autosuffire en fruits et du maraîcher, mais également donner à toutes les wilayas environnantes. Il y a Adrar maintenant qui le fait très bien avec le projet italien à Timimoun. Donc, bon, maintenant, Timimoun est une wilaya à part entière, donc ce n'est plus Adrar. Mais à Adrar aussi, j'y étais il n'y a pas très longtemps, il y a plein d'opérateurs privés qui aussi se lancent dans l'agriculture. Donc, entre Timimoun et Adrar, c'est à peu près 200 km. Donc, c'est tout à fait possible. À perte de vue. Hein. Allez-y. Et ce, d'autant plus que la question de l'eau et de la sécurité hydrique est très importante. Elle est prise en considération par les plus hautes autorités du pays. D'ailleurs, lors de son déplacement à Béchar,
le président de la République a inauguré la station de transfert aussi des eaux de Gatarani 2 et de pompage. La station de pompage et d'épuration des eaux usées, quand même, enfin, en ce qui concerne la station d'épuration des eaux usées, c'est quand même 55 000 mètres cubes de possibilités de traitement. C'est la plus grande de la région. C'est la plus grande de la région. Et par rapport à la station de pompage, il y a 28, elle est quand même composée de 26 puits, tandis que l'autre, donc, elle s'étale sur une superficie quand même assez conséquente de 14 hectares, ce qui n'est pas rien. Donc je pense que la question de la sécurité hydrique est prise en question et cela permettra également de poursuivre aussi les défis et surtout sur le plan agricole et de l'agroalimentaire. Donc pour répondre aussi à la question qui a été posée, je partage le même avis que Zine Charfaoui. Béchar peut devenir aussi un pôle de l'agroalimentaire et un pôle agricole par excellence, d'autant plus que d'autres wilayas sahariennes ont relevé aussi ce pari. Justement, pourquoi donc ce retard dans les projets agricoles de Béchar ne serait lié qu'à l'eau? Pas uniquement, mais pas bon, uniquement. On observe qu'une série de problèmes sont réglés et que la question de l'eau, elle est fondamentale. L'eau, c'est la vie, pour parler trivialement. Donc je pense que effectivement, le fait que cette question soit prise en compte contribuera encore à renforcer davantage les potentialités de cette région ô combien stratégique, on l'a rappelé. C'est une wilaya qui est assez importante. Même très importante, voilà. Effectivement, compte tenu de son emplacement. Stratégique. Monsieur Kaoubi, on disait, la superficie pour la production céréalière a déjà été doublée. Hein. En moins de 2 ans, elle est passée à 1260. Alors évidemment, c'est proportionnellement à la superficie de la wilaya, c'est pas encore ça, mais c'est tout de même un début de production, enfin on va vers la production stratégique des céréales dans cette région. Ça traduit que les solutions préconisées par l'État commencent à donner des résultats positifs, les gens commencent à y croire et les mécanismes mis en place commencent à donner leurs fruits. Et puis je voulais juste tout à l'heure insister sur une chose, c'est que dans la nouvelle conception de développement, on n'est plus dans des schémas où on réfléchit par wilaya ou par commune. C'est la région, donc le sud-ouest. Donc c'est pour ça que Béchar, en tant que wilaya, pourrait constituer une base logistique importante pour toute la région. Vous parliez tout à l'heure d'entreposage frigorifique, on peut parler de soutien en matière de formation universitaire ou de formation d'une manière générale, hein, qui est destinée à alimenter le marché du travail de toute la région. Et là, c'est dans ce sens qu'on doit analyser cet effort de développement par rapport au territoire et non pas uniquement par rapport à la wilaya et sa superficie de 165 000 m². Donc c'est toute la région parce que initialement des wilayats, donc vous parlez de Timimoun, vous parlez d'autres daïrats qui sont actuellement wilayas, dépendaient administrativement de Béchar. Donc la conception, c'est par rapport à un territoire qui est très large, qui est très important. Une forme d'intégration régionale. C'est la voie, c'est le modèle. Et le schéma et le modèle préconisé par les pouvoirs publics qui doit être consolidé. Et donc si ces blocs régionaux sur le territoire national devraient se suffire à eux-mêmes sur notamment les cultures stratégiques ou certaines nécessités de base. Oui, c'est à partir des potentialités dont disposent les régions, les territoires, qu'on construit un modèle de développement. Vous voyez? Et puis, il y a des complémentarités. On peut aller les chercher aussi, ces nouvelles vocations. Bien sûr. Parce que Béchar ne s'est pas développée justement dans le secteur agricole, alors qu'elle dispose par exemple de 20 000 agriculteurs, c'est important, 2 000 éleveurs, 22 000 hectares valorisés, et on le disait, elle reste dépendante complètement. Hein, oui, maintenant, 80% en tout c'est cas. la transformation, c'est le passage d'une agriculture que je qualifierais de traditionnel à un autre modèle d'exploitation agricole qui sera basé sur l'introduction et la modernisation des outils d'exploitation et pour gagner la bataille des rendements. C'est comme ça que maintenant il y a une sous-utilisation, une sous-exploitation du potentiel qui existe au niveau de la région, du tourisme d'ailleurs. Donc, justement, où le potentiel est énorme. Oui. Et là, quand on est dans des schémas de complémentarité,
complémentarité. On va parler d'aéroports international qui peut desservir toute la région. On ne peut pas, au niveau de chaque wilaya, avoir un grand aéroport. Donc vous voyez, il est relié avec des connexions ferroviaires, relié avec des voies routières performantes, etc. C'est comme ça qu'on construit les modèles de développement pour qu'ils puissent créer des synergies et des connexions déjà au niveau de la région. À partir de là, on peut additionner, faire les complémentarités avec les autres régions beaucoup plus facilement que si on est sur des modèles très administratifs basés sur une planification sectorielle, basée sur un budget de l'État qui est déconnecté par rapport aux besoins d'une réalité, qui répond beaucoup plus à des besoins sociaux qu'à des besoins économiques proprement dit. Alors justement, le tourisme, si on doit penser justement à la prise en charge de ce secteur dans cette région, pas uniquement à Béchar, c'est vrai que le désert est le Sahara est un décor, un décor qui se suffit à lui-même, mais il faut une logistique. Et là encore, il y a du retard, il y a du travail à faire avant d'atteindre justement ces objectifs. Oui, c'est un secteur extrêmement en retard. Lorsqu'on part par exemple à Timimoun, on se rend compte dans quel état sont les Xol, on se rend compte que les structures d'accueil ne sont pas très nombreuses. Et pourtant nous avons le désert le plus beau du monde, avec des sites à couper le souffle, des endroits magnifiques. Je pense que là, si on veut aussi avoir... on parle d'industrie, mais on peut parler d'industrie touristique. Oui. C'est vrai que, personnellement, je suis contre le tourisme de masse, mais bon, c'est aussi un moyen aussi qui peut permettre au pays d'engranger des devises. On parle de Béchar, on parle de l'agriculture, on parle de l'exploitation de Raj Bilat, mais on oublie que Béchar, c'est aussi Tarit, qui est probablement l'une des villes les plus algériennes, les plus connues au monde. Alors vous avez un paysage qui est, j'allais dire... extraordinaire. Les mots ne manquent parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de la beauté du paysage. Après, lorsque l'on se rend compte, quand on va sur place, on se rend compte que la machine touristique n'est pas tout à fait au rendez-vous. Donc je pense que là, il y a un grand travail à faire pour... il n'y a peut-être pas aussi la volonté, vous le disiez, de développer un tourisme de masse Malheureusement, on a un tourisme aussi culturel. Quand je parle d'Oxford, il y a de vieilles mosquées dans le sud, il y a de vieux bâtiments, etc. Quand on voit l'état dans lequel ils sont, ça fend le cœur parce que ils sont là, ils sont usés par le temps et si on ne s'en occupe pas maintenant, on risque de ne plus les avoir dans quelques temps. Et c'est un patrimoine qui se perd. Moi j'ai un avis un peu différent, c'est que effectivement, il y a eu une série de mesures qui ont été mises en place pour dynamiser aussi le tourisme national. On peut rappeler la mise en place de visas pour les étrangers à l'arrivée pour les personnes à destination du Sahara algérien, mais également l'organisation de plusieurs festivals culturels, sportifs dans le sud. Et un autre point important, c'est que ces réformes-là ont quand même apporté des fruits. Leurs fruits, parce que l'année dernière, donc en 2024, l'Algérie a enregistré l'entrée de pas moins de 3,5 millions de touristes. Donc effectivement, je pense qu'il y a quand même une nouvelle volonté de dynamiser ce secteur, un secteur qui contribuera également à faire connaître à l'étranger l'Algérie et à développer notre soft power. Et donc, effectivement, on observe qu'il y a une volonté, il y a des mesures qui ont été mises en place récemment et qui commencent déjà à... Alors pour Zine, ce n'est pas encore suffisant, mais c'est peut-être pas... Ça ne va pas aussi vite que les autres secteurs. À la hauteur, oui, à la hauteur en tout cas des potentialités que recèle la région. Il y a un dernier secteur aussi dont on peut parler, c'est les énergies renouvelables. Cette région peut servir aussi, peut contribuer à l'essor de ce secteur, et Béchar particulièrement. Je pense qu'il y a plusieurs projets qui seront lancés. D'ailleurs, c'est déjà programmé dans les années qui viennent, peut-être la fin de l'année. C'est une station de production de l'énergie solaire de, je crois, 200 MW au niveau de Tindouf, au niveau de Béchar aussi, parce qu'on a besoin d'énergie. Et l'Algérie s'est engagée vers l'énergie propre. Donc, je crois qu'il y a des projets très importants.
premièrement pour les projets dont on a parlé tout à l'heure, pour la ligne ferroviaire, plus le projet de l'usine ou la mine de Rajbilet, et tous les projets qui vont avec, je crois qu'ils ont besoin d'énergie et on a besoin aussi de créer des stations pour la production de l'énergie solaire, et il y a beaucoup de projets qui sont programmés dans cette région. Monsieur Kaobi, pour terminer sur les énergies renouvelables. Oui, le potentiel est aussi énorme, autant important que les autres secteurs, aussi bien pour le solaire que pour l'éolien. Et d'ailleurs, des projets y sont inscrits actuellement et verront le jour dans les prochains mois pour amorcer aussi le même élan et la même réussite que la région est en train de connaître dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de l'industrie. Maintenant, il s'agira de retrousser les manches et de travailler inlassablement pour que la transformation soit aussi rapide que s'il le voudrait dans le secteur du tourisme. Oui. Et d'y mettre la volonté, effectivement. Oui, vous voulez ajouter quelque chose Oui, je voudrais bien rajouter une chose, c'est que même le domaine du sport n'est pas en reste, car la ville de Béchar connaît la construction d'un stade, l'un des plus grands au niveau national, qui sera réalisé dans un délai de 36 mois et qui pourra accueillir 40 000 spectateurs. Donc je pense que même ce volet important pour la jeunesse est pris en compte, et Béchar aura également, comme Tizi Ouzou, comme Alger, comme Oran, son stade voilà. De sport, pour le sport, effectivement, pour promouvoir le sport. Ah oui. Et Ouargla aussi. Ouargla aussi. Mais juste par rapport à l'énergie solaire, là aussi on doit peut-être accélérer le rythme. On a le taux, je ne sais pas si c'est le terme exact, un niveau d'ensoleillement probablement le plus important au monde. Et donc aujourd'hui encore l'enjeu, c'est extrêmement important, c'est d'avoir un bouquet énergétique aussi diversifié que possible. Le gaz, le pétrole, on peut en avoir besoin, on a des générations futures, on en exporte, etc. Et bon, si on pouvait aussi produire de l'énergie, pas à partir du gaz, justement, pour préserver les énergies fossiles. À partir du soleil, mais à partir du vent, etc. Aujourd'hui, il faut aussi mettre le paquet. Et Béchar, c'est aussi du soleil, mais il y a aussi des éoliennes. Donc, elle peut être utile doublement. Mais là, je ne suis pas le seul à le penser. Je pense qu'on accuse aussi du retard par rapport à ça, et je pense qu'il y a une prise de conscience aussi. Merci beaucoup, messieurs. Je remercie d'abord M. Selami Bourkel d'avoir été notre invité, fiscaliste et expert économique. Zine Cherfaoui, journaliste spécialisé. M. Mahfoud Kaobi, expert financier et économiste. Et Sami Kaidi, journaliste spécialisé. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine.